Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la catégorie Justice pour, une vidéo qui va vraiment vous chambouler. En effet, je suis contactée par plusieurs familles qui ont vécu un drame, perdu un proche et qui se sentent abandonnées par la justice devant des faits plus que troublants et qui méritent pourtant qu'on s'y attarde. Ces familles, tout comme les familles de disparus avec qui je suis en contact, attendent des réponses, mènent leur bataille seules et demandent justice. Aujourd'hui, Corinne ne vit plus. Elle survit dans l'attente d'avoir enfin la vérité sur le décès de sa fille Margot en 2019. En effet, l'histoire est troublante et certaines vérités ne sont clairement pas dites. Les preuves sont quand même assez accablantes et le dossier est assez choquant. On se retrouve juste après ça. Alors comme d'habitude, je préfère faire un disclaimer, donc une mise en garde pour ce type de vidéo, justice pour. En effet, déjà je vais donner pas mal de détails sur une mort violente, et également par rapport aux violences conjugales. Donc si ce sont des problématiques qui vous perturbent, ne regardez pas ma vidéo, même si il est important de les mettre en lumière ici. Également, toutes les informations que j'ai pu obtenir dans cette vidéo sont celles qui m'ont été fournies par Corinne, la mère de Margot. Je retransmets donc ici le fruit de ses recherches, de ses réflexions et des éléments qu'elle m'a apportés. À noter que pas mal d'éléments et de preuves, même presque toutes, qui m'ont été apportés par Corinne ont été authentifiés par un huissier de justice. Mais quand bien même il se peut que je fasse des erreurs ou que des choses soient mal interprétées. Mais de toute façon, ici, je ne suis que la messagère, comme je le dis à chaque fois. Et j'utilise ma plateforme pour donner la possibilité à la famille de Margot de s'exprimer et de porter sa voix. Donc le but de cette vidéo n'est pas d'accuser et d'accabler une personne, quoiqu'on va quand même beaucoup être centré sur une personne, mais vous allez comprendre pourquoi. Le but, c'est surtout de mettre en lumière les doutes, les incohérences et les lacunes de la justice. Également, cette vidéo sert aussi d'hommage à la victime pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Je passe également à travers cette vidéo un appel à témoins, que vous comprendrez bien plus à la suite de ma vidéo. Pour autant, il est important que vous le notiez dès maintenant que vous pouvez témoigner anonymement si vous avez une information importante concernant ce dossier. Je vous mets donc en commentaire épinglé et en description de ma vidéo un formulaire Google Form qui vous permet donc de témoigner de manière totalement anonyme. Et donc on peut maintenant, après ce long disclaimer, commencer à raconter la tragique histoire de Margot. Margot est née le 29 mai 1997. Elle était au moment des faits, donc, c'est-à-dire en octobre 2019, une jeune femme de 22 ans, donc dans la fleur de l'âge. Elle vit au Haillan, qui est une petite commune située à 7 km de Bordeaux, au nord-ouest du centre-ville, dans le département de la Gironde et dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'était une jeune femme qui unanimement était considérée comme pétillante, souriante, dynamique, intelligente et pleine d'empathie et également très ambitieuse. Ce sont d'ailleurs beaucoup de qualités, je trouve, qui ressortent à travers le grand nombre de photos qu'on a d'elle et également à travers les vidéos qu'on a pu obtenir des moments importants de sa vie. Pour Margot, sa famille était toute sa vie. Elle a été élevée par Corinne et elle était très proche de sa sœur Marion. Donc, toutes les trois passaient des moments précieux en famille. Margot d'ailleurs parlait à ses amis du fait qu'elle était proche de sa mère et de sa sœur et elle postait régulièrement des preuves d'amour
et des gentils mots qu'elle laissait à sa mère sur son Facebook. Et en effet, elle était assez active dessus. Elle avait également construit des amitiés solides et elle prenait vraiment son envol en 2019 avant la tragédie où elle voyait tous ses projets se concrétiser. Bon, déjà en 2017, elle obtenait la même année son bac, son BAFA et son brevet de sauvetage. Et en mai 2019, elle obtenait son permis et puis en juillet de la même année, sa voiture. En tant que brillante étudiante, elle était en formation d'éducatrice spécialisée et préparait un CAP petite enfance en alternance sur 9 mois. Elle préparait donc un concours qui était assez sélectif. Elle était très organisée et faisait de ses études une priorité. Cependant, à côté de ça, ça faisait 8 mois qu'elle s'était mise en couple avec un homme qui allait chambouler toute son existence et qui allait bousculer toute sa vie. En effet, elle va se mettre avec celui qu'on appellera Jules par souci de confidentialité. Margot semblait heureuse, mais assez rapidement, les proches de Margot se rendent compte d'un changement de comportement de cette dernière. Elle se renfermait sur elle-même, elle s'éloignait de ses proches et elle ne sortait presque plus. Elle ne voyait presque plus personne, en tout cas pas sans lui. Et elle perdait petit à petit son sourire. Elle s'effaçait, comme l'explique très bien la sœur de Margot dans une émission consacrée à l'histoire de sa sœur sur Crime, Énergie 12. On voyait qu'il y avait quelque chose qui clochait, Margot donnait plus de nouvelles, on rentrait dans sa chambre, il n'y avait plus de photos de jeunes filles, il n'y avait plus du tout de déco, il n'y avait pas de vie, pas d'âme. Enfin, il éloignait, je pense, un petit peu de tout le monde sans qu'elle s'en rende compte. Je l'ai vu triste, oui, je l'ai vu s'effacer en fait. Le mot adapté, c'est s'effacer. Alors que Margot est toujours très coquette habituellement et apprêtée, elle ne prend plus soin d'elle, elle porte des couleurs sombres, elle ne poste également plus de photos sur les réseaux sociaux. Et elle a même fait part à cette époque à une de ses bonnes amies. Tu sais qu'avant j'étais pas comme ça, j'étais beaucoup plus ouverte à tout et que maintenant je suis fermée à beaucoup de choses. Là on arrive 2 mois avant le drame, donc on est le 24 août 2019. Margot devait aller en soirée, passer la soirée avec Jules. Et là, elle était chez lui à ce moment-là. Bon, lui qui habite encore chez ses parents à cette époque. Et il y a une dispute qui va éclater. À ce moment-là, il devient violent avec elle. Elle rapporte qu'il a tenté de l'étrangler et qu'il lui assène un coup de tête. C'est quand même très violent. Apeurée, la jeune femme va donc vouloir partir, prendre sa voiture. Mais étrangement, quand elle va vouloir prendre sa voiture pour partir, le pneu avant droit est crevé. Et c'est à ce niveau-là que Jules était adossé sur la voiture. Donc on se demande, il y a des suspicions qui sont émises quant au fait que ce soit lui qui ait crevé le pneu pour l'empêcher de partir. Bon, ça n'a pas marché sur le coup puisque Margot a pris sa voiture, elle a roulé sur 15 km. Malheureusement, elle n'arrivera pas à faire plus. Il lui manquera 35 km pour arriver chez elle. La roue ayant déjanté, elle a dû s'arrêter dans le noir sur une route très dangereuse. Margot va essayer d'abord de contacter une de ses bonnes amies de l'époque ce soir-là. Elle tombera sur le répondeur et laissera un message. Message que je vais vous laisser entendre et qui est quand même assez inquiétant. Axel, si tu peux me répondre urgemment, s'il te plaît. Vraiment, c'est vraiment urgent. Appelle-moi. J'étais chez... Ça s'est hyper mal passé, meuf. Il m'a mis un coup de tête. Genre, il a essayé de m'étrangler et tout. Enfin, bref, pour une petite réflexion que je lui ai faite et tout. Et vraiment, faut que tu m'appelles, meuf. J'ai vraiment besoin de toi. Je suis toute seule et je sais pas quoi faire. Et voilà. Appelle-moi, s'il te plaît. C'est vraiment... Donc son amie à ce moment-là ne peut pas venir la chercher puisqu'elle n'a pas son permis à l'époque. Mais elle va quand même lui communiquer une adresse sécurisée, un endroit fréquenté afin qu'elle puisse s'y rendre et ne pas avoir peur de retrouver Jules. Cependant, comme elle ne peut plus rouler à ce moment-là, Margot, elle va appeler sa mère alors qu'elle n'aura seulement que 2% de batterie. Elle va tout expliquer à Corinne, donc elle va essayer même d'envoyer des photos de l'endroit où elle est à sa mère, mais comme c'est juste un endroit avec des arbres, sa mère n'arrivait pas à voir où c'était et malheureusement le téléphone va s'éteindre par manque de batterie. Donc inquiète, Corinne va quand même appeler Jules pour lui demander de lui donner son adresse pour qu'elle puisse venir chercher sa fille. Et lui va refuser et se moquer clairement d'elle au téléphone. Il va lui donner le nom d'une rue fictive. En effet, il va donner l'adresse, la rue des Farfelus à Lanzac. Corinne va quand même chercher si cette adresse existe. Évidemment, elle ne trouve pas d'adresse à ce nom.
et elle va lui envoyer un texto en lui disant qu'elle ne trouve pas cette adresse et lui il va lui répondre par texto: je me suis trompée, je crois, merde alors, je vais demander à mes parents parce que je ne sais même pas où j'habite, c'est triste. En gros, il se moquait d'elle, clairement. Ne sachant pas où se rendre exactement, Corinne va appeler les gendarmes qui vont l'informer ensuite qu'ils ont bien retrouvé Margot sur le bord de la route, seule dans un endroit quand même assez dangereux. Jules dira ensuite à Corinne que Margot est majeure et qu'elle fait bien ce qu'elle veut. Et ensuite, il va dire que ce sont ses oncles qui sont venus la rechercher. Ce que derrière, les gendarmes vont confirmer. Donc à ce moment-là, ils n'auraient pas vu que Margot avait subi des violences, alors que ça se voyait physiquement. Et ils diront aussi derrière qu'ils n'étaient pas là pour régler des problèmes de couple. Donc après l'appel à sa mère, cette dernière n'aura pas de nouvelles de sa fille pendant 2 jours, ce qui a donné l'impression à sa sœur et à sa mère qu'elle était séquestrée, parce que ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Cet incident est arrivé un samedi, et Corinne n'a pu venir récupérer sa fille que le lundi, après avoir insisté auprès de Jules. Lui n'a jamais, alors on ne sait pas pourquoi, voulu donner son adresse là où il habitait. Et donc elle a réussi à négocier pour venir la récupérer le lundi en proposant un point de rendez-vous, donc de venir la chercher à l'église de son village. Elle récupère Margot dans un sale état, vraiment pas bien, avec un œil au beurre noir. On a d'ailleurs une preuve de cet œil au beurre noir en photo et qui a été d'ailleurs certifié médicalement. Et elle a aussi des bleus aux bras et aux jambes. Donc je vais vous montrer cette photo qui a été envoyée par Margot elle-même alors qu'elle était encore chez Jules juste après que ça soit passé, donc le week-end où elle n'a pas pu rentrer chez elle. C'est une photo où on voit qu'elle a un œil au beurre noir et elle écrira à son amie sous cette photo: ne dis rien à Jules, s'il te plaît, merci. Quand elle sera rentrée à la maison le lundi, Margot va expliquer que Jules lui avait fait du chantage affectif, assez violent quand même, parce que pendant le week-end, je crois la veille, le dimanche, il s'était ouvert l'intérieur du bras de tout son long avec un couteau, en prononçant des paroles de chantage. Je vais citer ces paroles: si tu me quittes, je porterai toujours les traces de notre séparation. Malgré les recommandations de sa mère, Margot n'a pas voulu aller porter plainte et elle va finir par se remettre avec lui. Alors je fais une petite pause dans mon récit. S'il vous plaît, dans les commentaires, même si c'est assez dur à comprendre pour certains et certaines qui ne l'ont pas vécu, ne faites pas de remarques sur le fait qu'elle aurait dû partir, qu'elle n'aurait pas dû se remettre avec, que c'est de sa faute. En fait, être avec quelqu'un de ce type, c'est être sous emprise et il faut le vivre pour comprendre. C'est très dur de partir et lui faisait beaucoup de chantage et il avait une grosse emprise sur elle selon ce que j'ai pu lire. Si je vois du coup un commentaire déplacé là-dessus, je l'enlèverai tout de suite. C'est pas pour faire de la censure, c'est simplement qu'il y a la famille qui va lire les commentaires et c'est pas le genre de choses que j'ai envie de véhiculer dans mon espace commentaire. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas non plus d'accabler Margot ou ses proches, mais c'est bien d'exposer le contexte et les faits qui ont amené à la situation tragique dans laquelle on se retrouve encore aujourd'hui. Parenthèse fermée, je reprends le récit. Donc Corinne, à ce moment-là, elle ne savait plus quoi faire pour aider sa fille. Elle était très inquiète de voir sa fille autant dépérir, mais elle était impuissante devant la détresse de Margot qui était complètement sous l'emprise de cet homme et de cette relation. En fait, elle essayait de faire avoir le déclic à sa fille, elle va lui dire des mots forts, elle lui a dit: tu sais, la prochaine fois, c'est toi qui vas y passer, ça va mal finir. Et 4 jours après d'ailleurs cet épisode traumatisant pour Margot, elle va tenter de mettre fin à ses jours en avalant plusieurs comprimés de médicaments dont elle savait d'ailleurs qu'elle était allergique. Elle a pris 9 comprimés d'ibuprofène, donc elle va s'en sortir. Et très studieuse, on va lui proposer qu'elle reste reposée à l'hôpital et elle va vouloir reprendre rapidement puisqu'elle avait des cours derrière. On comprend bien finalement la détresse de cette jeune femme sans histoire qui n'a jamais eu de soucis avec personne auparavant et qui se retrouve donc dans quelque chose qui la dépasse complètement. Et donc tout ce que je viens de vous énoncer là, ça dépeint quand même un profil de Jules qui est très inquiétant. En effet, il est jaloux possessif et bon, il n'a pas été diagnostiqué officiellement, mais tout ça, ça me fait penser évidemment à un profil de pervers narcissique. Je vais vous donner d'autres éléments qui viennent appuyer ce que je viens de dire.
En effet, en plus de tout ce que je viens de vous décrire qui est quand même très grave, il y a plusieurs autres éléments très inquiétants qui montraient son emprise sur Margot. Déjà, il faut savoir que Margot, elle travaillait énormément pour pouvoir réussir son concours. Donc elle faisait plus de 50 heures par semaine. Elle avait un planning bien chargé, elle allait à ses cours et puis en plus de ça, elle gardait des enfants, elle faisait du babysitting à la fin de ses journées. Ce qui m'a été rapporté, c'est que lui à ce moment-là ne travaillait pas et il ne prenait pas du tout en compte la charge de travail de Margot. Quand il lui écrivait des messages, il fallait qu'elle réponde très rapidement, sinon il pouvait faire la tête pendant plusieurs jours derrière. Elle se trouvait donc des fois à lui répondre la nuit alors qu'elle devait se lever tôt et donc elle était très fatiguée de cela et de cette relation en général qui lui prenait toute son énergie. Il faut savoir aussi qu'il a été rapporté par une très bonne amie de Margot que devant les autres, il l'humiliait certaines fois. Il pouvait même l'insulter jusqu'à l'insulter de PUTE. Et il avait très souvent, voire tout le temps, le portable de Margot dans ses mains. Également, il a été rapporté qu'il buvait beaucoup. Il buvait énormément. Il arrivait très souvent que Margot et Jules s'enferment dans la chambre de la jeune femme avec de l'alcool fort. Et des fois, il s'avérait que, alors que tout était calme, Margot partait en courant de sa chambre, en pleurant. Et ça arrivait quand même assez souvent. Et d'ailleurs, la voisine de Margot et de sa mère peut en témoigner. Et elle qualifie ce qu'elle a vu comme du vrai harcèlement de la part de Jules envers Margot. Et il arrivait apparemment également que lorsqu'il était énervé, il casse des bouteilles contre les murs. Un des faits, pour moi, les plus troublants, c'est que Margot se retrouvait à racheter beaucoup de nouveaux téléphones, tout simplement parce que, apparemment, selon ce qu'elle disait, soit elle les perdait, soit elle les cassait. En fait, c'est quelque chose qui n'arrivait jamais avant qu'elle se mette en couple avec Jules. Et il faut savoir qu'en juillet 2019, soit 3 mois avant les faits, Jules lui aurait imposé, selon ce qui m'a été rapporté, et selon ce que j'ai pu voir comme preuve également, de prendre en parallèle un deuxième abonnement à son abonnement chez Orange qu'elle avait depuis 7 ans. Donc un abonnement SFR, donc chez Red SFR, qui permet de mettre en option la double prévenance pour rester informé en temps réel par SMS de l'utilisation de nos lignes SFR. C'est un service qui s'avère principalement aux parents qui souscrivent à une ligne pour leurs enfants pour contrôler un peu ce qu'ils font. Jules, en plus de ça, demandait à Margot de lui rembourser son abonnement et il avait d'ailleurs écrit comme adresse au nom de Margot son adresse de chez ses parents, de chez lui, pour montrer que c'est bien lui qui a pris cette initiative. Il faut savoir qu'avant, Margot n'avait pas changé d'abonnement pendant 7 ans. Puis là, elle change 4 fois de numéro au total, elle perd ses portables, certains portables ne marchent plus, donc on a l'impression soit que ses portables sont volés, ou soit tout simplement qu'il détruisait les portables peut-être par énervement. Il faut savoir aussi qu'il arrivait qu'il confisque le portable de Margot. En fait, il voulait clairement avoir une emprise psychologique sur elle et il voulait contrôler tous ses faits et gestes. Il le faisait par toutes ses manières. Il est important aussi de noter pour la suite des événements que Jules avait eu des différends avec la justice, notamment en 2017. Il est connu pour être l'auteur d'un accident matériel avec délit de fuite, puis ensuite il est connu pour une conduite en état d'ivresse en 2018, et également son permis va lui être retiré pour alcoolémie au volant, et donc au moment des faits, soit en octobre 2019, son permis est toujours suspendu. Évidemment, Corinne s'inquiète de plus en plus suite à tout ça et elle craint évidemment pour la vie de sa fille. Elle va donc appeler plusieurs fois les gendarmes de son propre chef pour que lui soit convoqué ou en tout cas qu'on lui fasse entendre raison. Mais ce ne sera pas le cas parce que les gendarmes vont dire que Margot est majeure et que c'est à elle de porter plainte et que c'est à elle d'avoir un déclic. Et évidemment, c'est très compliqué parce qu'on le sait, Margot est sous emprise et que bien qu'elle ait essayé plusieurs fois de se séparer de lui. De son côté, Corinne a quand même pris la décision de laisser Jules venir chez elle pour qu'il puisse voir Margot parce que comme ça, elle pouvait un peu contrôler ce qui se passait et au moins, elle sentait que sa fille était plus en sécurité sous son toit. Mais même si elle essayait de contrôler la situation, elle était quand même déjà hors de contrôle. On l'a vu le soir de l'anniversaire en 2019
de Corinne. Donc c'est le soir où Margot a eu un petit déclic, mais malheureusement pas assez grand, et vous allez le voir avec la suite des événements. En effet, c'est le 6 octobre 2019 qu'on fête l'anniversaire de Corinne, soit une vingtaine de jours avant les faits. C'est vraiment très important ces réunions familiales et la mère, Corinne, aime fêter ces événements avec ses deux filles, donc avec Marion et Margot. Ce sont des moments de vie qui sont vraiment choyés par les trois femmes qui se retrouvaient et en profitaient ensemble. Malheureusement, ce soir-là, Jules était là et comme apparemment il en avait l'habitude, il a un peu tout gâché, il a pourri l'ambiance et également les moments de joie de Margot. Selon ce qui a été rapporté, à un moment, il en a eu marre. Il s'est énervé en tapant du poing sur la table en disant qu'il s'embêtait et qu'il avait envie de partir. Sachant que c'était à Margot de le ramener chez lui, elle n'en avait pas spécialement envie et comme à leur habitude, quand ils ont un conflit, ils vont s'exiler dans la chambre de Margot, ils vont s'enfermer pour discuter. Et donc selon ce qui a été rapporté, le ton aurait commencé à monter, ça a dégénéré et lui a mis un gros coup de poing dans la porte de la chambre de Margot et ça aurait vraiment été le déclic ce soir-là qui a poussé Margot à rompre. Et donc c'est dans ce très long contexte, je vous l'accorde, mais très nécessaire pour la suite des événements, qu'on arrive à la veille de cette nuit tragique, donc le jeudi 24 octobre 2019. En effet, ce jeudi 24 octobre 2019, Jules vient voir Margot contre son gré, puisqu'elle ne voulait plus le revoir, et d'ailleurs que depuis le soir de l'anniversaire de sa mère, cette dernière ne voulait plus qu'il revienne à la maison. Au téléphone avec lui, Margot avait bien expliqué qu'elle était très fatiguée et qu'elle ne pouvait plus le recevoir. Cependant, Corinne a entendu la conversation téléphonique et lui, il n'aurait pas laissé le choix à Margot en répondant que c'était déjà trop tard et qu'il était déjà sur la route. Ce qui est quand même assez étonnant puisque, comme je vous l'expliquais, normalement, il avait une suspension de permis pour alcoolémie. Il avait expliqué le soir de l'anniversaire de Corinne que sa suspension de permis avait été levée, ce qui s'est avéré être faux finalement suite aux investigations derrière de Corinne. Donc il se trouve que lorsqu'il est arrivé, Margot sort pour le voir et elle signale qu'elle ne le fait pas de gaieté de cœur et elle revient 1 heure après toute souriante et fière, avec un gros bouquet de roses qu'il lui a acheté, des roses comme elle n'en a jamais reçues. Pour moi, ça s'apparente, dans ce contexte de la relation évidemment, à ce qu'on appelle du love bombing. Alors très rapidement, c'est une sorte de bombardement d'amour qui, dans une relation toxique, fait partie d'un cycle de manipulation et d'emprisonnement de la personne. Donc Margot se laisse attendrir et va accepter de sortir à Bordeaux en soirée le lendemain en sa compagnie. Et c'est ce soir-là, donc le vendredi 25 octobre 2019, que tout va basculer. En fait, après sa journée de travail, elle part de chez elle aux alentours de 20h30 en voiture. Et c'est la dernière fois que Corinne verra sa fille vivante, parce qu'en effet, elle sera retrouvée environ 4 heures après, écrasée à 40 km de Bordeaux, sur une autoroute à 4 voies, dans le noir total, juste avant l'échangeur de marche prime. Là, ce que je viens de vous dire, c'est quand même assez ahurissant, c'est assez incompréhensible. Il est clair que pour sa mère et sa sœur qui l'apprennent dans la nuit, c'est l'incompréhension et les questions se bousculent. Rien n'est cohérent et au fur et à mesure que le temps passe et qu'elles auront accès à certains éléments et certaines pièces du dossier, elles vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'incohérences qu'elles vont relever et qui laissent d'ailleurs penser que Margot n'est pas décédée accidentellement comme on peut le penser en lisant l'article sorti juste après les faits, donc qui a été sorti le lendemain à 7h, le lendemain des faits, à 7h du matin, par un journaliste qui était apparemment sur place et qui va dire, je cite, « Une jeune femme de 22 ans est décédée dans la nuit du vendredi à samedi, fauchée par une voiture sur l'autoroute A63. D'après les premiers éléments recueillis par les gendarmes, la victime faisait du stop à la suite d'une dispute avec un ami. Le couple venait de crever sur l'autoroute et un différend aurait éclaté entre eux. La jeune femme aurait alors décidé de partir en stop alors qu'elle se trouvait au bord de l'autoroute.
elle a été fauchée par une voiture et percutée par un second véhicule quelques minutes plus tard. Apparemment, donc, ce qui est expliqué, c'est que son ami, qui est évidemment Jules, est très choqué, ainsi que le conducteur de la voiture qui l'a percuté, donc écrasé la deuxième fois. Et ils ont dû tous deux être transportés à l'hôpital. Et derrière, il y a une enquête préliminaire pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur qui a été ouverte et qui a été confiée aux gendarmes du peloton motorisé de Mions. Les 3 véhicules impliqués, donc le premier véhicule qui a fauché Margot et le deuxième véhicule qui l'a écrasé, ainsi que le véhicule de Margot, ont été saisis dans le cadre de l'enquête, tout comme les téléphones de Margot et de Jules et tout ce qui a été retrouvé sur place, les éléments de voiture qui ont été détruits, tout ce qui est à l'intérieur de la voiture de Margot, et également est saisi une bouteille de whisky William Peel. Donc il est noté une, mais Jules expliquera derrière lors de son audition qu'en fait il en avait 2, mais on ira plus dans les détails après. À partir de là, c'est très flou parce que la version de Jules n'est vraiment pas très claire. Il expliquera de son côté aux enquêteurs qui l'entendront qu'après qu'ils aient crevé, ils se sont garés donc sur le bas-côté et que lui, il est resté dans la voiture, tandis que Margot, elle serait sortie pour chercher quelque chose dans le coffre et pour potentiellement changer son pneu qui était bien présent dans le coffre avec le cric, puis qu'ensuite elle a cherché à demander de l'aide en marchant le long de l'autoroute. Et donc ce serait là qu'elle se serait fait faucher. Ce qui est bizarre, c'est que l'article qui est sorti dès le lendemain 7h dans un journal local explique que Margot faisait du stop après s'être disputée avec son compagnon. Déjà, il y a une différence assez majeure entre ces 2 versions. Et donc on se demande pourquoi est-ce que Jules ne parle pas de cette dispute, cette soi-disant dispute en tout cas, qui aurait eu lieu avant que Margot ne parte de la voiture. Également, il explique qu'il n'a pas sorti de triangle de signalisation, vous savez, pour indiquer qu'il y a une voiture arrêtée, donc pour indiquer les autres véhicules qu'il y a un danger et qu'il faut ralentir. Lui va tout simplement dire qu'il n'a pas voulu sortir de la voiture parce qu'il avait peur de se mettre en danger. Je trouve quand même très stupéfiant le timing au moment où la pauvre Margot se fait faucher puis écraser, et le fait que personne ne vienne à son secours. Parce qu'effectivement, donc la première voiture la fauche, et le conducteur explique bien qu'il voit le visage de Margot, qu'elle semble sortir de nulle part. Il la fauche et il ne s'arrête pas de suite sur la bande d'arrêt d'urgence, mais il fera demi-tour beaucoup plus loin. Et entre ce premier véhicule et le deuxième véhicule, il est indiqué qu'il y a plusieurs minutes qui s'écoulent, ce qui est quand même long, où Margot se retrouve seule, gisant sur la chaussée, et à ce moment-là, personne ne vient l'aider. Pas ce premier véhicule qui s'arrête pas tout de suite, ce qui est quand même assez fou, parce que quand j'y pense quand même, c'est quand même dingue que le premier véhicule ne se soit pas arrêté tout de suite, sachant qu'il y a la possibilité sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'il ait fait demi-tour bien plus loin. Il aurait pu lui porter assistance tout de suite et ça aurait peut-être pu éviter qu'elle se fasse écraser derrière quelques minutes après. Et que penser de Jules qui lui reste dans la voiture et fait rien, alors que sa copine qu'il est censé aimer marche toute seule dans la nuit, et je vous l'ai pas dit, mais sans portable. Donc elle n'est pas avec son portable et donc elle n'a aucune visibilité parce qu'il fait super sombre, c'est le noir total là-bas. Personnellement, il y a quelque chose qui va pas du tout dans cette histoire à tous les niveaux. Pour ce qui est de la découverte du corps de Margot, Jules va expliquer qu'à un moment donné, il est sorti de la voiture, il a marché, il a vu une chaussure de Margot et ensuite il a vu le corps de Margot au milieu de la route et qu'à ce moment-là, du coup, il a appelé le 18. Donc les pompiers. Les secours qui sont arrivés très rapidement, ainsi que la gendarmerie, n'ont pu que constater le décès de Margot, malheureusement. Sur le document de signalement du décès, il est indiqué que la découverte par le peloton motorisé de Mions se fera donc le 26 octobre 2019 à minuit 45, soit vraiment 3 minutes après que Jules ait appelé, donc ça a été très rapide. Et également, il est coché non à la case concernant la mention probable d'un geste suicidaire. Bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'enquête préliminaire va permettre de mettre en lumière la téléphonie et la géolocalisation de Margot et de Jules, enfin en tout cas des téléphones de Margot et de Jules
qui permettront un petit peu de comprendre le trajet qu'ils ont eu le soir et la nuit des faits, et surtout de voir plusieurs incohérences qui viennent conforter les proches de Margot quant à leurs doutes sur le déroulé de la soirée qui a coûté la vie à la jeune femme. Pour la géolocalisation, on s'aperçoit que le portable de Margot borne sur la commune de Villenave-d'Aumont à partir de 20h45. Donc c'est en banlieue de Bordeaux, tandis que celui de Jules borne sur cette commune seulement à partir de 22h20. Ce qui est assez étrange, qui ne borne pas aux mêmes endroits, puisque lui va raconter qu'il est avec Margot depuis 21h. Bon. Alors, est-ce que c'est un mensonge ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, la géolocalisation des portables ne dit pas la même chose. Il y a quand même des choses un peu étranges. Et selon les résultats de l'enquête, donc, les gendarmes estiment qu'ils ont commencé la soirée ensemble à partir de 23h30, seulement parce qu'ils échangent ensemble, donc par SMS et appel, à 22h22, puis une heure après, à 23h22, pour un appel de 3 secondes. Donc ça voudrait dire que lui, Jules, était sur la même commune que Margot à 22h20, mais qu'ils ne se sont retrouvés qu'à partir de 23h30. Avant minuit, il se trouve que la sœur de Margot, Marion, a appelé cette dernière par rapport au fait qu'elle devait passer, nourrir et sortir son chien. Chose qu'elle n'a pas faite et dont elle s'excuse par SMS. Donc quand elle essaye de l'appeler, un petit peu avant minuit comme je disais, ça va décrocher mais ce n'est pas Margot au téléphone, c'est Jules, ce qui va vraiment interpeller Marion. Elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et là elle a un mauvais pressentiment. Donc lui va expliquer qu'elle ne répond pas parce qu'elle a peur que sa sœur la gronde du fait de ne pas être allée nourrir et s'occuper du chien. Et elle va expliquer qu'à ce moment-là, elle entend qu'ils sont en voiture, mais elle entend pas du tout Margot derrière. Elle va renvoyer des SMS à sa sœur derrière, mais elle n'aura aucune réponse et ces SMS ne seront jamais lus. Mais ce qui est important à noter, c'est que donc aux environs de minuit, c'est Jules qui était en possession du portable de Margot. Donc, ensuite, les deux portables bornent aux mêmes endroits pour le reste de la soirée. Ils se déplacent tous deux, enfin en tout cas, on imagine qu'ils se déplacent tous deux avec la voiture de Margot. Donc on voit qu'à 23h30, il borne sur Cesta, à 23h58 sur Mio, à minuit 1 sur Salles, à minuit 12 également, et puis enfin à minuit 19 sur Lacano de Mio, où ils ne bougeront plus, ce qui correspond au relais le plus proche de l'accident. Pour pas que vous soyez perdus, je vous mets un petit peu le périple sur une carte, mais à noter quand même qu'à minuit 27, le portable de Jules n'accroche pas le même relais que celui de Margot aux mêmes horaires, mais que c'est un relais également proche de l'accident. Comme je ne suis pas non plus ultra calée pour tout ce qui est relais, géolocalisation, je sais simplement que des fois il y a des sauts d'accrochage et ça peut ne pas accrocher sur les mêmes antennes, donc je préfère ne pas trop relever ça. Par contre, on va quand même relever des choses très troublantes par rapport au relevé téléphonique. Surtout que normalement, Margot et Jules étaient censés être ensemble selon déjà les bornages et selon en plus ce que Jules expliquait, c'est qu'ils ne s'étaient jamais quittés, quoi. Et ce qui est très étrange, c'est qu'à minuit 27, minuit 38 et minuit 40, on voit que le portable de Jules appelle le portable de Margot. Le portable de Margot appellera également 2 fois celui de Jules pour un appel de 9 secondes et un autre de 3 secondes à minuit 38, alors que c'est l'heure estimée de son décès. On pourrait essayer de se dire à ce moment-là, si on écoute la version de Jules, que c'est au moment où ils auraient crevé, ils se seraient donc mis sur le bord de la route et que c'est le moment où Margot serait partie toute seule pour essayer de chercher de l'aide pour la voiture qui venait de crever. Sauf, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, qu'elle n'était pas en possession de son portable. Donc pourquoi est-ce que les 2 portables s'appellent? Il n'y a aucun sens, surtout qu'à ce moment-là, selon la version de Jules, elle serait en train de marcher sur l'autoroute pour trouver de l'aide. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle à ce moment-là sur son portable? Vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce dossier et qui est complètement lunaire. Et que la personne, donc Jules, n'arrive pas à expliquer non plus, parce que quand il y a des choses qui sont un peu compliquées à expliquer, en tout cas dans son PV, il répondra je sais pas, je me rappelle plus. Dans le courant de la soirée, donc juste avant que Jules appelle le 18, donc les pompiers à minuit 42, il va envoyer à minuit 41 un SMS à son père.
On ne sait pas ce qu'il y a dans ce SMS. Mais ce ne sont pas les seules choses importantes qu'on a pu relever au niveau de la téléphonie. En effet, on voit que le portable de Jules appelle le portable d'un ami de Margot plusieurs fois, entre 23h37 et minuit 14, alors que Jules expliquait ne pas connaître cet ami-là, et ami bizarrement qui se trouvait étrangement dans le coin où Margot est décédée, parce que plus tard il expliquera à une amie qu'il avait vu des camions, des ambulances, et il a compris après que c'était pour Margot. Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'il expliquera aussi des choses très incohérentes, comme quoi il aurait vu Margot au cinéma avec Jules, alors qu'il a été montré, et notamment au niveau de la téléphonie, que Margot était bien à l'école ce jour-là, et à cette heure-là. Donc vraiment, il y a des choses, je vous ai dit, dans ce dossier, il y a tellement d'incohérences et de choses incompréhensibles, parce que les gens n'ont pas tout dit, et donc ça part dans tous les sens, qu'on a l'impression que tout le monde ment. Et donc, c'est pour ça qu'on se pose autant de questions. Et ces questions sont plus que légitimes quand je vous expose les faits. Ce qui est également assez troublant, c'est qu'on est sûr que Jules était en possession du portable de Margot, puisqu'il va l'utiliser après sa mort. Il va lui-même appeler avec le portable de Margot à partir d'1h52. Donc il appelle 5 fois le même numéro, pour un total d'environ 10 minutes d'appel. Puis il appelle à 2h09 son père pour 47 minutes au total. Et on ne sait pas pourquoi il n'utilise pas son propre portable. Il dit que dans tout le tumulte qu'il y a autour de lui, il s'est trompé de portable. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'il est en possession des deux portables ? Enfin, passons. Mais moi, ce qui me paraît quand même très alarmant, c'est que Margot, vraiment très peu de temps avant son décès, va contacter son ex-petite amie, M. Comment on le sait ? Parce qu'en effet, on voit que M va envoyer un message à Margot vers minuit 20, soit 18 minutes avant son décès prononcé. Donc Corinne est rentrée en contact avec M pour comprendre ce qu'ils se sont dit ce soir-là, puisque c'est un des derniers à avoir échangé avec Margot, selon la téléphonie en tout cas. Et il dira que Margot aura essayé de l'appeler un petit peu avant, donc vers minuit, et que lui, il n'a pas tout de suite vu l'appel, mais qu'elle a laissé un message en expliquant qu'elle avait besoin de son aide. Et malheureusement, il ne va pas voir de suite l'appel, et il lui répondra que vers minuit 20 par texto. Donc c'est quand même très troublant. Il y a quand même une autopsie qui va être réalisée, alors pas tout de suite, mais quelques jours plus tard, par l'Institut médico-légal. Il faut savoir que le corps de Margot était très abîmé, la pauvre, puisqu'elle a quand même été en collision avec une voiture qui roulait aux environs de 130 km/h. Et ensuite, le corps de Margot a pu être rendu à sa famille une dizaine de jours après son décès. Elle a pu être inhumée. Mais ce qui ressort de cette autopsie, et qui a été menée vraiment dans le but d'un accident de voiture, donc finalement, comme elle est polytraumatisée, on ne recherche pas spécialement de traces de coups, d'ecchymose. Si vous voyez où je veux en venir, cependant, il ressort donc que son décès est secondaire à un polytraumatisme survenu à haute énergie. On voit bien dans la version de Jules qu'il y a pas mal de zones d'ombre quand même sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il donnera sa version, Jules, pendant une garde à vue qu'il va faire donc dans le cadre de l'enquête en janvier 2020, soit 2 mois et demi seulement malheureusement après les faits, ce qui laisse quand même le temps de la réflexion. Ce qui est vraiment étrange dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a pas mal de mensonges, en tout cas de ce qui m'a été rapporté, qu'il n'a pas l'air vraiment très impacté, et ça a été relevé par plusieurs personnes, même sur place. Il y a des personnes au moment de l'accident, alors que sa copine était décédée sur la route, lui il était contre la voiture de Margot, en train de se rouler une clope. C'est des choses qui ont été rapportées à la famille, et qui, je trouve, sont assez troublantes, parce que ça a choqué les personnes sur place. Donc c'est pour ça qu'il est important de le dire. Après, on a toutes et tous une manière différente de réagir, mais ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et donc, dans ce qu'il va dire, il va y avoir pas mal de mensonges, notamment, il se met jamais lui-même en porte-à-faux, mais il va toujours mettre les autres en porte-à-faux. Notamment, il va pas mal dire de choses qui sont fausses sur l'entourage proche, donc l'entourage familial de Margot, comme pour se dédouaner, lui, de l'implication qu'il peut avoir beaucoup plus directement dans le décès de sa compagne de l'époque. Puis il expliquera quand même de lui-même qu'il pense qu'il est un peu psychopathe, puisqu'il n'a aucune émotion et qu'il n'a pas envie de pleurer en tout cas. Et il va expliquer, c'est dans
lors de cette audition qu'il expliquera qu'il avait acheté 2 bouteilles d'alcool, alors qu'il n'en ait retrouvé qu'une par les gendarmes. Lui expliquera qu'il en avait bien acheté 2, et qu'une était un cadeau pour Corinne, donc la mère de Margot, ce qui semble totalement incohérent et aberrant, puisqu'elle ne voulait plus le voir et qu'il ne s'appréciait pas plus que ça, surtout au vu de comment s'était passé l'anniversaire de Corinne, et qu'il ne lui avait jamais fait de cadeau auparavant. Donc là, il explique qu'une des bouteilles d'alcool était en fait un cadeau pour la mère de Margot. Et même le gendarme qui l'entendait à ce moment-là lui a dit vous l'avez quand même pas mal bien entamé, hein, le cadeau, parce qu'effectivement la bouteille était quand même à moitié vide. Et qu'en est-il de la deuxième bouteille? En fait, elle n'a pas été retrouvée dans la voiture. Donc où était-elle? Ça, on ne le sait pas. Il va y avoir également des analyses toxicologiques qui vont apporter des informations supplémentaires et assez étranges concernant Margot. Donc Margot n'était pas sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Cependant, au moment du prélèvement, son alcoolémie était très élevée, donc de 2,6 g par litre. De plus, on a retrouvé des concentrations thérapeutiques de nordazépam dans son sang. Alors le nordazépam, c'est un anxiolytique à visée sédative et dont la prise est totalement proscrite pour la conduite. Donc j'imagine même pas le mélange avec l'alcool. Donc la question apparaît alors. Margot était une fille sérieuse. Elle ne buvait pas et ne sortait pas la semaine parce qu'elle travaillait énormément et que sa priorité numéro 1 était la réussite de ses études. Donc elle ne se saoulait pas donc la semaine. Par contre, c'est vrai qu'elle pouvait faire la fête le week-end, pas au point de mélanger un médicament, un anxiolytique en plus de ça avec, et de conduire en état d'ivresse. Alors qu'en plus de ça, elle venait d'avoir son permis et qu'elle connaissait très bien les risques. Surtout, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait pris ce risque-là de mélanger un anxiolytique avec l'alcool et une prise de volant derrière? C'est très étrange parce qu'on apprend que ce n'est pas son médecin traitant qui a fourni une ordonnance pour ce médicament à Margot, et on ne sait donc pas d'où vient ce médicament, qui lui a prescrit, et en tout cas s'il lui a été prescrit à elle, parce qu'on n'a pas retrouvé de médicament dans ses affaires ni quoi que ce soit qui corresponde à cet anxiolytique. Donc comment est-ce que cet anxiolytique s'est retrouvé dans son sang? On peut se poser la question, hein, est-ce qu'elle aurait été droguée à son insu? Est-ce qu'elle a été également forcée à boire? Est-ce que c'est pour cela, en se rendant compte qu'elle était en danger, que Margot a essayé de contacter peu de temps avant sa mort son ex-petite amie? Que faisaient Margot et Jules à ce niveau-là? Donc pourquoi un tel périple alors qu'ils étaient censés passer la soirée sur Bordeaux? Jules va expliquer à une très bonne amie de Margot qu'ils se sont perdus en voulant aller à la Psygate, donc qui est une soirée qui est une soirée techno je crois, et qu'en fait ils se sont carrément trompés de jour parce que cette soirée n'était que le lendemain, donc le samedi soir et non le vendredi soir. Surtout, ce qui est très étrange, c'est que cette soirée se déroule en plein centre de Bordeaux et pas du tout là où ils se sont retrouvés, donc complètement en dehors de Bordeaux, à 40 minutes de Bordeaux, sur une route où ils n'avaient rien à faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une version qui est vraiment édulcorée et on connaît rien de cette version, et que en fait, la personne qui peut nous apporter beaucoup de réponses n'est plus là aujourd'hui, évidemment, je pense à Margot. Et il y a quand même pas mal de questions qui se posent concernant cette roue crevée. Donc déjà, il est complètement impossible que Margot ait voulu changer une roue sans l'aide déjà de son portable, en pleine nuit, sur le côté, sur une route dangereuse, et que lui soit resté à l'intérieur. Enfin, je veux dire, qui fait ça? Qui en 2 mois va crever ces 2 roues alors qu'on est sur des autoroutes, des routes normales? On n'est pas sur des routes impraticables. Donc je comprends pas comment est-ce qu'en 2 mois on peut réussir à crever 2 fois, et en plus de ça la même roue à chaque fois. C'est quand même pas mal de malchance pour Margot ou autre. Il y a eu des analyses, en tout cas des investigations qui ont été faites derrière par la famille et qui ont été constatées. En effet, il se trouve que la partie extérieure de la jante était intacte et qu'elle présentait seulement un impact. Il a été déduit donc que la voiture n'a pas roulé avec un pneu crevé, car la jante est lisse et ne porte pas du tout de traces de roulage. Donc on peut se poser la question, quand ce pneu a-t-il été crevé? En roulant ou à l'arrêt? Et donc comment ça s'est passé, cette crevaison, cette deuxième crevaison? Comment est-ce qu'ils auraient pu crever sur une autoroute? Il y a pas mal de questions qui se posent, parce qu'on a vraiment l'impression que cette crevaison s'est faite par un coup sur le pneu. Quand on le voit, je peux pas vous montrer
ici. J'ai vu la photo et on a l'impression que vraiment il y a un coup qui a été donné sur le bord du pneu. Donc c'est quand même assez étrange. Donc on commence à se poser pas mal de questions et ça nous laisse penser à plusieurs hypothèses. Si on se tient à la version de Jules, qui est la version pour moi, je dis bien pour moi, édulcorée. Alors Margot, donc alcoolisée et sous anxiolytique, était au volant de sa voiture de manière totalement sereine. Puis, donc ils ont crevé sur une route lisse au niveau du lieu indiqué que je vous indiquais tout à l'heure, donc au niveau de la jonction de la 660 et la 63 en direction de Bordeaux, avant l'échangeur de Marcheprime. Donc Margot serait sortie seule pour essayer de changer la roue. Elle serait allée donc dans le coffre sans s'éclairer avec son portable. Alors qu'elle a une roue dans le coffre, elle aurait donc décidé de marcher le long de la route pour chercher de l'aide, pour qu'on l'aide sur une autoroute à changer sa roue, alors qu'il y avait 2 portables en état de fonctionner. Vous voyez bien que je ne suis pas très objective avec cette hypothèse, puisque ça me paraît totalement incohérent, en tout cas de ce qui nous a été rapporté et la manière dont ça a été rapporté. Il n'y a rien qui amène à penser que cette hypothèse soit la bonne. En plus de ça, dès le lendemain, la presse avait contredit cette hypothèse, la version donnée par Jules, en disant que le couple s'était disputé et qu'elle faisait en fait du stop sur l'autoroute. Donc beaucoup d'incohérences dans cette hypothèse me fait penser que cette dernière est vraiment assez loin de la réalité. Et je pense à une hypothèse plus crédible, alors certes qui impliquerait indirectement Jules, mais qui me paraît quand même plus crédible, et notamment sur le fait que ce soir-là, Margot était sous l'emprise de Jules, et que ce n'était pas elle qui conduisait le véhicule, mais lui. Et donc elle aurait été aidée et peut-être forcée à boire, et potentiellement également forcée à prendre un anxiolytique. Alors peut-être qu'il était dans la bouteille, on ne sait pas, mais en tout cas il a pu vouloir rendre un peu plus docile Margot, parce qu'en effet, on le savait, Jules était très possessif et il ne voulait pas que Margot lui échappe. Et elle essayait de continuer sa vie, elle avait même prévu d'aller à une soirée sans lui quelques jours après, et donc lui il le savait et il a pu complètement vriller en voyant qu'elle lui échappait. Ça, c'est une hypothèse. Apeurée, Margot aurait cherché de l'aide auprès de son ex-compagnon M en essayant de l'appeler. Une dispute a pu éclater, et peut-être par rapport à ça d'ailleurs, à l'intérieur de l'habitacle, et Jules aurait pu en venir aux mains avec Margot, parce qu'il l'avait déjà fait. Et elle a pu chercher donc à s'enfuir du véhicule. Elle aurait estimé qu'elle était plus en sécurité dehors dans le noir avec des véhicules qui roulent à grande vitesse plutôt qu'à l'intérieur de la voiture avec Jules. Et en cherchant à s'enfuir et dans la panique, elle aurait donc manqué un peu de vigilance et elle aurait été fauchée une première fois et écrasée par un second véhicule. Potentiellement, en ayant découvert ça derrière et en ayant vu l'impact qu'il a eu sur la fuite de Margot et où ça l'a mené, on peut penser que Jules ait voulu se donner un alibi, notamment en provoquant une crevaison du pneu de la voiture à l'arrêt. Et ça nous amène donc aussi à une autre hypothèse qui est un acte prémédité de la part de Jules. Sentant Margot lui échapper, il aurait pu essayer de l'amadouer dès la veille avec, vous savez, son gros bouquet pour qu'elle accepte de sortir avec lui le lendemain soir. Et ensuite, il y a le combo alcool fort, médicaments, la crevaison qu'il aurait pris comme alibi et potentiellement une tentative de meurtre qui aurait été avortée par la fuite en courant de Margot sur le long de l'autoroute et qui aura donc mené malheureusement à ce qu'elle se fasse faucher. Et donc elle meurt sur le coup derrière. Et ça pourrait donc expliquer les appels étranges entre les portables de Margot et de Jules, pour que Jules se donne un alibi, qu'il a essayé de la joindre. Je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. En tout cas, c'est complètement incohérent ces appels, on le dit, et j'arrive toujours pas à l'expliquer, malgré les différentes hypothèses que je vous amène ici. On peut aussi penser que le SMS à minuit 41, juste avant d'appeler les secours à son père, et puis l'appel de 47 minutes derrière à son père, il a pu peut-être mettre au courant ses parents qui ont pu prendre la décision de le courir derrière et qu'ils se tiennent
toujours à sa version initiale. J'aime beaucoup ce que la sœur de Margot a dit. Pour elle, l'accident du mois d'octobre ne sera qu'une réplique de celui du mois d'août, sauf qu'en octobre, sa sœur n'a pas pu les prévenir. Elle n'avait pas son téléphone et elle en décédera. Et effectivement, on a l'impression que c'est ce qui s'est exactement passé en août et qui se passe en octobre, mais cette fois-ci de manière fatale. Et même si les hypothèses évoquées ne restent finalement que pure spéculation, comment ne pas penser en tout cas à la mise en danger ou à la non-assistance à personne en danger de la part de Jules quand on apprend tout cela. Aujourd'hui, même si ce que je viens de vous énoncer reste des hypothèses et de l'ordre de la spéculation par rapport aux données qui nous ont été fournies, beaucoup de questions restent sans réponse. Et en effet, il serait vraiment intéressant que la justice se penche sur le dossier pour répondre à toutes les questions qui subsistent. Et cela apaiserait vraiment la famille de Margot et pourrait enfin lui permettre d'avancer et de terminer son deuil. Donc dans la liste qui est ici non exhaustive des questions qui restent aujourd'hui sans réponse concernant la mort de Margot, on a pourquoi ne pas déjà interroger son ex-petite amie M, qui a eu un appel de Margot qui lui demandait de l'aider juste avant qu'elle décède. Pourquoi ne pas également convoquer l'ami de Margot que Jules a appelé plusieurs fois et qui était également présent non loin de l'accident. Est-ce que la crevaison a eu lieu après l'arrêt de la voiture sur le bas-côté, comme le laissent supposer les recherches, les investigations qui ont été faites par la suite, par la famille de Margot? Pourquoi y a-t-il eu plusieurs appels du téléphone de Margot vers celui de... Et inversement d'ailleurs, dont 2 à l'heure du décès de Margot constatés, à minuit 38. Est-ce que c'était vraiment Margot qui conduisait? Est-ce que ce n'était pas plutôt Jules qui conduisait la voiture de Margot? Et il y a vraiment encore plein d'autres questions. Est-ce que elle a été forcée à boire? Et dans quelles conditions elle a pris cet anxiolytique? Il y a vraiment pas mal de points à éclaircir et ce que je viens de vous dire est loin d'être une liste exhaustive. Il reste encore des centaines et des centaines de questions pour les proches de Margot. Je veux pas accuser qui que ce soit pour l'instant, je veux de la vérité. Je veux savoir pourquoi ma sœur se trouve sur une autoroute à pied et on sait pas pourquoi. On nous dit qu'elle est en stop, mais qui sort cette info qu'elle fait du stop? Qui sort l'info qu'elle a pas son téléphone sur elle? On a des relevés d'appels qui prouvent que Jules appelle ses parents pendant 47 minutes avec le téléphone de ma sœur morte sur le bas de la route. Je trouve ça un petit peu quand même... Enfin voilà. On précise qu'il a été entendu par les forces de l'ordre, qu'il a été mis en garde à vue, mais qu'il est ressorti très vite de la garde à vue, qu'il n'est pas mis en examen. Pour ce qui est au niveau de la justice, je préfère vous faire un point maintenant. Je voulais pas trop vous perdre dans tous les détails juste avant, mais il faut savoir que l'enquête préliminaire qui avait été ouverte juste après l'accident par la gendarmerie, elle sera clôturée et classée sans suite 1 an plus tard. Et les véhicules ont été restitués, réparés à leurs propriétaires dans la foulée. Et finalement, ce n'est qu'en juillet 2020 que Corinne apprendra la restitution de ces véhicules impliqués dans le décès de sa fille. Elle ne l'apprendra ni par la justice, ni par ses avocates, mais seulement grâce à l'intermédiaire d'une association qui s'appelle VicTED, qui aide les victimes. Au final, il va y avoir au total 4 plaintes qui vont être déposées, dont certaines pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger visant Jules. Ces plaintes ont été classées sans suite malgré l'ouverture d'une nouvelle enquête, mais qui finalement n'est pas vraiment allée en profondeur. Et évidemment, il y a une contestation qui a été faite quant au classement sans suite de cette enquête et la réponse à cette contestation est un refus de revenir sur la décision de classement sans suite ordonnée. Il faut savoir qu'il y a eu des erreurs de la justice, parce qu'il y a plusieurs scellés qui ont été détruits avant même la fin de l'enquête, mais également il se trouve que lorsqu'on a restitué toutes les affaires à Corinne et notamment le portable de Margot, il était complètement vidé, il n'y avait plus rien dans le portable, donc
eh ben, on ne pourra plus revenir sur les échanges, les appels, le répertoire, en tout cas tous les éléments qui auraient pu aider à comprendre ce qui a amené à la mort tragique de Margot cette fameuse nuit. Aujourd'hui, Corinne cherche un avocat impliqué pour pouvoir reprendre le dossier et derrière porter plainte. Je voudrais pouvoir me constituer partie civile devant le juge des doyens d'instruction afin que l'affaire soit réouverte. Je me battrai pour, parce que je sais très bien que en tant que maman et les intuitions, ça ne passe pas forcément par un accident de la route. Il y avait beaucoup de différends, beaucoup de violence. Et je n'ai pas vraiment été étonnée lorsqu'on m'a annoncé à 3h du matin que malheureusement ma fille ne reviendrait plus et que lui n'avait pas une égratignure surtout. Donc je pense que oui, je continuerai à me battre. Je suis très étonnée des classements sans suite de tous les scellés, de pratiquement tous les scellés, sans que je sois informée au cours de l'enquête qui a duré quand même 2 ans et demi. Des voitures qui sont sorties moins d'1 an après, alors qu'elles étaient quand même concernées pour le décès de ma fille. Aucune des 2 voitures s'arrête, il faut quand même le dire. Même s'il y en a une qui fait demi-tour, la première qui fauche ma fille, elle ne s'est pas arrêtée non plus. Quand bien même il dit qu'il voit son visage, ben quand même, on me fauche quelqu'un, on s'arrête. Je crois que je le ferai pour un animal, donc voilà. C'est pareil que le téléphone de Margot. On me rend le téléphone 2 ans et demi après la fin de l'enquête, en me disant qu'on avait pris l'essentiel pour le procureur. Mais quel est l'essentiel? Beaucoup d'appels, d'SMS, de gens différents seront identifiés, mais je n'aurai jamais le contenu. Tout aura été rendu vide. Donc, comment peut-on se défendre avec des scellés détruits, un téléphone essentiel de la soirée de ma fille qui est restée dans la voiture rendu vide? La garde à vue est très légère, très légère, et même grotesque. Donc voilà, j'aurais aimé que tout soit, et je ne lâcherai pas, que tout soit dénoncé, y compris les mensonges de ce jeune homme, qui sont vraiment énormes. Et voilà, et pour ça il me faut un nouvel avocat qui soit conscient des lacunes. Mais voilà, je demande à ce que il y ait un procès, tout simplement un procès. Voilà, j'implore la justice de se pencher sur ce dossier, parce que moi-même je les vois, les incohérences, les erreurs, le laxisme. Je voudrais vraiment un avocat qui s'intéresse à l'histoire le drame de ma fille Margot. Il faut savoir que depuis 5 ans, avec son autre fille Marion, elles se battent pour connaître la vérité et ça impacte énormément leur quotidien et leur santé. Elles le savent, ça va être très long, mais elles ne baissent pas les bras parce qu'il y a encore des choses à investiguer, des choses qui peuvent être faites au niveau de la justice. Et il y a des questions qui sont depuis trop longtemps en suspens. Et je voulais vous mettre les mots de la sœur de Margot, donc Marion, qu'elle a dit à France Bleu. Je cite: « Ce sont des centaines et des centaines de questions sur les dernières heures de Margot qu'on a énormément ressassées. On y pense tous les jours et on s'imagine le pire. Maintenant, on a besoin de réponses. On aimerait savoir comment elle est partie pour fermer cette page. Je ne suis même pas à la recherche d'un coupable. Je veux seulement connaître les derniers instants de la vie de ma sœur. » En effet, il est important de noter que Margot, c'était une jeune femme pleine de vie, pleine d'espoir et pleine de rêves. D'ailleurs, elle rêvait de se marier et de fonder une famille. Donc, pour honorer sa mémoire et surtout soutenir sa famille, n'hésitez pas à les aider si vous le pouvez, donc en participant à la cagnotte ouverte pour les frais de justice que je vous mets, donc comme je vous l'ai dit, en commentaire épinglé en description de la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo et à faire tourner un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux afin qu'elle fasse du bruit et qu'elle soit entendue par le plus grand nombre. Si vous savez quelque chose également, vous pouvez, je vous le rappelle, témoigner grâce à mon formulaire anonyme que vous pouvez également retrouver en description et en commentaire épinglé. Et je tiens à noter aussi que si vous êtes victime de violences conjugales, il y a des numéros que vous pouvez appeler, et notamment le 3919. Et je terminerai par un petit mot de la tante de Margot, de qui elle était très proche et qui elle aussi souffre depuis toutes ces années. J'espère que vous ferez quelque chose pour nous.
parce je suis émue depuis le début, ça va faire 5 ans et ça devient très long. J'adorais ma nièce et ça me fait très mal. C'était une jeune fille adorable et vaillante, toutes les qualités, empathique avec tout le monde. Et elle ne méritait pas ça, la pauvre. Je vous remercie, c'était une longue vidéo. J'ai beaucoup travaillé dessus et c'était un gros travail de synthèse, même si j'essaie de dire le maximum, mais sachez qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas pu dire parce que je voulais pas vous perdre dans tout ça. Mais c'est très important de continuer à faire parler de ce type de dossier-là quand on sent qu'il y a des choses derrière qui ne sont pas claires et quand on sent que la justice n'est pas allée au bout de ses investigations. Donc soutenez cette famille. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre la page Facebook au nom de Margot que je vous mets évidemment en description et que je vous mets à l'écran. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager un maximum et à la commenter pour le référencement. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.